Bonjour à tous, donc ici on va commencer le cours de physio. Avant d'avancer dans la matière, je voudrais d'abord revenir en arrière puisque j'ai eu des questions par rapport à des chapitres précédents. Donc ici, première question, on m'a demandé de réexpliquer ce schéma-ci. Donc ces différents schémas, c'est bien dans le tout début du cours, au niveau des tissus épithéliaux. Et donc le tissu épithélial, c'est donc bien à nouveau un tissu donc composé de plusieurs cellules qui ont les mêmes caractéristiques. Et ici, ce tissu, il existe sous trois formes différentes, enfin sous deux grandes formes différentes, simple et stratifiée. Et sous forme simple, il existe sous trois formes cellulaires différentes. Premièrement, ici, on a vu pavimenteux, c'est-à-dire qu'on a des cellules épithéliales, une seule couche, mais de cellules relativement aplaties, cubiques, ou ici, on avait vu différents mots, et nous, on avait utilisé le mot cylindrique. Ok ? Alors ici, l'idée, c'est quoi? C'est de voir que on va avoir ces différents types selon l'utilité qu'elles ont. C'est-à-dire que dans les endroits où, comme ici par exemple au niveau des alvéoles pulmonaires, on va avoir besoin de beaucoup d'échanges très rapides entre les vaisseaux sanguins et l'intérieur des alvéoles pulmonaires, il va être recouvert d'une couche épithéliale pavimenteuse simple, qui permet très facilement le passage des éléments, en l'occurrence ici de l'oxygène et du CO2, à travers cette fine couche épithéliale. Alors, on voit qu'on va avoir aussi des cubiques, qui vont, elles, on donne un exemple ici, se retrouver cubiques simples au niveau du rein. C'est ça qu'on voit ici, donc les tubules rénaux, les canaux et les parties sécrétrices des petites glandes et la surface des ovaires. Donc ça, c'est les deux éléments là où on va les trouver. Enfin, les différents endroits, pardon, où on va les trouver. Et donc ici, c'est le rein qui est montré. Donc c'est les deux zones ici rénales. Et donc là, on vous montre effectivement les canaux qui sont faits d'une couche ici de cellules épithéliales cubiques. Une des raisons pour lesquelles c'est aussi cubique, donc ici on voit la membrane basale qui est ici. On voit du tissu conjonctif ici et ici, donc qui est entre les deux couches de tissu épithélial. Et ici des cellules épithéliales cubiques simples. Les canaux sont souvent effectivement comme pour par exemple les tubules rénales, c'est souvent des cubiques simples, tout simplement parce qu'il y a besoin d'une plus grande résistance mécanique aussi, et c'est pas un lieu d'échange. Ils transportent le liquide, mais c'est pas par là que vont passer les différents éléments. Donc, elle n'a pas besoin d'être aussi fine que celle-ci. Et par contre, il y a quand même la volonté d'avoir un maximum de tubules et que les tubules soient suffisamment fines au niveau des reins, et donc on a quand même un tissu épithélial simple. Et ici, c'est une zone où il va y avoir beaucoup d'absorption, et aussi un besoin de résistance mécanique. Et donc c'est typiquement ce qu'on va aller trouver dans le système digestif. C'est-à-dire que le système digestif, c'est un lieu d'échange. C'est pour ça qu'on n'a pas quelque chose de stratifié, on a juste un épithélium simple. Et donc c'est une zone d'échange, mais par contre qui a besoin quand même d'une certaine résistance mécanique, si vous voulez. Et donc cette épaisseur lui donne cette résistance. Elle permet de faire justement tout ce qu'on avait vu comme les desmosomes, enfin toutes ces liaisons qu'on avait vues, tight junction et tout ça, qui permettent effectivement de bien fixer les différents éléments. Donc soit ici au sein des différentes cellules. Et donc, en plus de ça, ces cellules ici de forme cylindrique, c'est elles qui vont justement comporter ces microvillosités. Donc on avait vu qu'il y avait des microvillosités qui allaient permettre une meilleure absorption. Et bien c'est au niveau de ces cellules-là qu'on va observer ça. Alors, il y avait une autre question. Oui, et donc ici, c'est la suite. Ici, on est dans des tissus qui doivent être beaucoup plus résistants et pour lesquels il n'y a pas d'échange nécessaire, par exemple. Donc, on voit ici la couverture ici du larynx, pharynx. Et bien, ici, par exemple, au niveau de la bouche, c'est des tissus qui sont beaucoup plus épais parce qu'il n'y a pas besoin d'absorber quoi que ce soit à ce niveau-ci. L'absorption se passe plus bas. Ok ? Et donc, effectivement, elle protège les tissus sous-jacents. Ici, à nouveau, on a une zone de protection. Et là, on va avoir la même chose. Et donc, on voit qu'effectivement, autant ici, il y avait encore une certaine filtration qui avait lieu. Et donc, on était dans un épithélium simple. Autant ici,
Hein. Il n'y a aucune filtration, c'est vraiment que conduire les sécrétions, donc l'urine en l'occurrence. Et donc ici, on est dans un épithélium pseudo-stratifié en l'occurrence. Et pourquoi pseudo-stratifié? Parce que ceux-là, et c'est surtout ici au niveau de la vessie, ils doivent être capables de s'agrandir. Et on avait vu, c'était le côté élastique, où du coup les cellules qui sont inférieures vont se mettre sur le côté, et donc on obtient une surface plus grande. Ça fonctionne un peu comme un élastique. Donc, oui, ça c'est les mêmes. Et donc voilà, donc c'est à chaque fois en fait l'endroit où on va les trouver. Et on avait vu en particulier ici, ça c'est stratifié cylindrique, c'est ceux qu'on va trouver ici. Et ici, il va y avoir aussi d'autres types de cellules, et c'est les cellules caliciformes qui, elles, par contre, sont particulières, c'est les cellules sécrétrices, et donc elles sont toutes seules sécrétrices. Donc c'est une cellule qui fait une sécrétion. Ça n'est pas une glande, hein, c'est une glande unicellulaire, alors qu'on a vu les autres, c'était des glandes pluricellulaires qui toutes allaient faire émettre leur sécrétion dans la lumière de la glande, qui allait ensuite se contracter et faire sortir la sécrétion. Ici, c'est chacune des cellules qui va fabriquer une sécrétion. Okay, et donc elle se trouve directement dans l'épithélium. Il y avait une autre question qui concernait, non pas ça, mais voilà. Alors, ce schéma-ci revient plusieurs fois. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'une fois qu'on a changé et qu'on est parti dans les différents types de tissus conjonctifs, hein, vraiment, eh bien, on a vu, avant de commencer le chapitre, qu'en fait, on avait beaucoup de types différents de tissus conjonctifs, et on allait avoir, justement, le tissu conjonctif proprement dit, le tissu cartilagineux, le tissu osseux et le sang. Et donc tout cela font bien partie des tissus conjonctifs. Vous voyez qu'ici la personne qui avait fait le PowerPoint dans un premier temps avait retiré, enfin PowerPoint, donc il y a eu cette image, cette illustration seulement, avait retiré ici le proprement dit. Et donc c'est effectivement ce que je disais, il y a des confusions. Et dans votre syllabus, il y a cette confusion qui est faite aussi. Mais on est bien d'accord que tout ce qui est vrai, toutes ces cellules ici qui toutes émanent du mésenchyme, hein, fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes et hémocytoblastes, toutes sont du tissu conjonctif. Les fibroblastes sont du tissu conjonctif proprement dit, celui qu'on imagine et qu'on entend réellement comme tissu conjonctif. Par contre, cartilage, tissu osseux et le sang sont aussi des tissus conjonctifs, mais qui, eux, vont avoir des fonctions particulières. Et donc, on voit ici que toutes viennent d'un même type de cellules et puis se différencient en 4 types de cellules différents. Vous voyez que les cellules épithéliales ne sont pas dedans, ça n'est pas un tissu conjonctif. Les cellules nerveuses ne sont pas dedans, ça n'est pas un tissu conjonctif. Ok, donc on a tissu conjonctif proprement dit, cartilage, tissu osseux et sang qui font partie du tissu conjonctif de manière générale. Donc ça c'était pour répondre à la question. Maintenant je vais continuer le cours. Voilà, on s'était arrêté aux neurotransmetteurs la fois dernière. Donc par rapport, on a expliqué l'influx nerveux et donc justement le mécanisme de propagation de l'influx nerveux au sein d'un neurone, tout au long de son axone, et puis ensuite évidemment d'un neurone au neurone suivant, où je vous ai dit, ou à un muscle, ou à une glande, donc à un organe. Donc l'idée, c'est de voir maintenant qu'effectivement on a différents types de neurotransmetteurs. Pour vous repérer dans votre cours, là on est à la page 91. La page 91, donc ça veut dire que tout ce qui est avant dans le système nerveux, c'est ce qui a déjà été vu. Vous verrez que c'est expliqué plus en détail. Ce que je vous demande de retenir pour la fin d'année, puisqu'on a une année un peu particulière, c'est principalement ce que moi je mets dans mes PowerPoint. Hein. Donc si maintenant effectivement c'est très synthétique dans mes PowerPoint, vous avez l'explication plus complète dans le syllabus pour mieux comprendre, mais vous ne devez pas aller plus loin. Ce qui n'est pas développé dans le PowerPoint ne doit pas être vu et connu pour la fin d'année. Donc ici, principalement, donc on va regarder l'acétylcholine, un des neurotransmetteurs dont on a déjà beaucoup parlé dans l'ortho et le parasympathique, en l'occurrence ici dans le parasympathique. Alors, premièrement, il est synthétisé au niveau des mitochondries et il va donc des mitochondries de notre neurone. Il va être stocké au niveau de vésicules, au niveau de la terminaison axonale, hein, du bouton terminal de notre neurone. Et ces vésicules vont arriver et fusionner avec la membrane plasmique du neurone pour être excrétés dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs excrétés dans la fente synaptique, eh ben, en fait, cette action, elle a lieu, donc cette migration des vésicules vers la membrane plasmique, elle a lieu lors de l'entrée massive de calcium
qui est juste lié au fait que l'influx nerveux arrivant au niveau du bouton terminal va actionner l'ouverture des canaux à calcium et une entrée massive de calcium. Cette entrée de calcium va donc faire fusionner ces différentes vésicules qui vont libérer, dans ce cas-ci, de l'acétylcholine dans la fente synaptique. C'est donc quelque chose qui a été fabriqué au niveau des mitochondries et qui est stocké. Comment est-ce qu'elle est fabriquée? Vous le voyez à la page 91, 91, que c'est bien de la choline, donc on vous dit synthèse donc dans les mitochondries, et c'est de la choline qui va ensuite être transformée par de la choline acétylase pour devenir de l'acétylcholine. Ok? Donc, on a bien de la choline qui a besoin de choline acétylase et de coenzyme A pour fabriquer de l'acétylcholine. Ok? Donc, il se stocke au niveau des vacuoles, il se libère lors de la fusion, action sur la perméabilité de certains ions sur la membrane postsynaptique, et donc c'est ce qu'on a dit, ils vont ouvrir certains canaux, soit des canaux à potassium, à calcium ou à chlore, comme on en a parlé la fois précédente. Ils vont donc du coup induire la dépolarisation ou l'hyperpolarisation, c'est selon, s'ils ouvrent des canaux à calcium, à chlore ou à potassium, donc Cl- ou K+, on va avoir une hyperpolarisation, et donc on va descendre en dessous de moins 70, plutôt vers moins 90, donc ce qui va calmer l'excitation, ou bien on va avoir les canaux à sodium qui s'ouvrent, et donc ça va créer une dépolarisation, et donc faire monter vers le seuil, la valeur seuil, qui serait par exemple pour certains neurones à 50. Ensuite, on va avoir une dégradation de l'acétylcholine par l'acétylcholinestérase, qui elle va recasser l'acétylcholine restante pour redevenir de la choline inactive et qui va être réabsorbée par la cellule, le neurone en l'occurrence, pour être resynthétisée. Okay, ça évite d'avoir un stock de neurotransmetteurs qui reste coincé dans la fente synaptique et une excitation trop longue du neurone suivant. Et je vous avais dit d'ailleurs, cette perturbation de la dégradation, c'est l'effet de certaines drogues, qui du coup ne permettent pas la réabsorption et font que le neurone suivant est constamment excité. Alors on a vu aussi les catécholamines, c'est une famille dans laquelle on va retrouver la noradrénaline, qui est le médiateur de l'orthosympathique, et puis on va avoir aussi la dopamine, c'est elle qui fait principalement le médiateur pour le système nerveux central. Okay, on a vu que orthosympathique et parasympathique, c'était pas le système nerveux central, c'était bien périphérique. Et puis ensuite, la sérotonine qui va principalement jouer sur la contraction ou la dilatation des vaisseaux. Okay, on a d'autres neurotransmetteurs tels que le glutamate, qui est un excitant, et c'est d'ailleurs un additif alimentaire qu'on voit assez souvent, et l'acide aminobutyrique qui lui va plutôt inhiber et donc calmer l'excitation des neurones. Okay, prostaglandine et histamine sont aussi des neurotransmetteurs. Ok, donc vous avez de nouveau ça à la page 92. Maintenant, on va passer à autre chose, c'est-à-dire l'axe réflexe. Je vous mets ça dans la prochaine vidéo.